Numéro 9. Imaginez un incendie ravageant votre maison alors que votre petite fille, âgée de 10 jours, dort dans sa chambre à l'étage. C'est là que tout commence. Ce n'est pas là que ça se termine. Philadelphie, décembre 1997. Au moment où quelqu'un se rend compte de ce qui se passe, tout le deuxième étage est déjà englouti par les flammes. Luce, la mère, parvient à sortir, mais la chambre du bébé est à l'étage et elle essaie de se frayer un chemin pour rentrer. Mais la chaleur la repousse. Pedro, le père du bébé, n'est même pas à la maison. Il est parti au magasin et revient pour découvrir sa maison en feu. C'est donc là que les deux se retrouvent, debout dans le froid, regardant les pompiers travailler, attendant la moindre nouvelle de leur fille. Et lorsque l'incendie est enfin éteint, quand les équipes peuvent entrer et fouiller dans les ruines, ils reviennent vers Luz et Pedro avec la pire des réponses. La chambre du bébé a disparu, réduite en cendres, il ne reste absolument rien à l'intérieur, et il n'y a aucune trace de la petite fille qui dormait là. Elle s'appelle Delamar, et c'est un nouveau-né, âgé de 10 jours. Et maintenant, un homme se tient devant ses deux parents, leur annonçant, aussi doucement qu'on peut le faire dans une telle situation, que le feu a été si intense qu'il n'a rien laissé derrière lui, ni la chambre, ni la moindre trace du bébé. Pedro est accablé de chagrin. Mais Luce, alors que la maison fume encore derrière elle, refuse catégoriquement d'accepter cela parce qu'il n'y a pas de corps, pas de reste, rien à retrouver. Et pour elle, cela ne tient pas debout, pas même un peu, car on ne perd pas un nouveau-né dans l'incendie d'une maison pour qu'il disparaisse complètement sans laisser la moindre trace. Elle en est tellement sûre qu'elle retourne 2 fois dans cette maison en flammes. Alors que la fumée est encore épaisse, elle se baisse et fouille cette pièce de ses propres mains, cherchant son bébé, jusqu'à ce que la fumée manque de l'étouffer et qu'ils doivent la tirer dehors. Et la conclusion officielle est que l'incendie était un accident. Personne ne le considère comme un crime. Personne ne cherche un ravisseur. Et comme il n'y a pas de reste, le médecin légiste ne peut pas légalement déclarer Delamar morte. Donc, sur le papier, elle n'est pas morte. Elle n'est rien. Elle a juste disparu. Mais Luce refuse d'abandonner. Elle continue de répéter à quiconque veut bien l'écouter exactement la même chose. Quelqu'un a pris son bébé. Quelqu'un a utilisé cet incendie comme écran de fumée et est sorti par la porte avec sa fille dans les bras. Et pendant 5 ans, personne ne croit un seul mot de tout cela. Elle et Pedro tentent de reconstruire leur vie. Ils ont un autre enfant, un petit garçon, Samuel, en 1999. Et de l'extérieur, on pourrait croire qu'ils étaient en train de guérir. Mais Luz ne perd jamais ce sentiment au fond d'elle, cette certitude que sa fille est vivante quelque part. Les gens autour d'elle appellent ça un trouble de stress post-traumatique. Ils lui disent que c'est un chagrin déguisé, que son esprit refuse d'accepter ce qui s'est vraiment passé, et Pedro le ressent aussi. Il dit à la famille, il dit aux voisins qu'il ne croit pas non plus que Delamar soit morte dans cet incendie. Aucun d'eux ne peut expliquer pourquoi. Ils le savent, tous les deux, et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Leur mariage ne survit pas à tout cela. En décembre 2002, ils se séparent. Restez avec moi, car c'est ici que toute l'histoire bascule. Nous sommes en janvier 2004. La sœur de Pedro, Evelyn, organise une fête d'anniversaire pour sa petite fille. Luce et Pedro sont toujours en bons termes, ils restent une famille, même après leur séparation, alors Evelyn dit à Luce de venir, et elle vient. Elle est dans le jardin, entourée de visages qu'elle connaît depuis des années, regardant une cour pleine d'enfants courir partout, puis ses yeux se posent sur une petite fille de 6 ans. La fillette ressemble comme 2 gouttes d'eau à Pedro. On pourrait la placer juste à côté de leur fils Samuel, et tous les deux pourraient passer pour frères et sœurs, sans aucun doute. L'ensemble du visage de la gamine évoque quelque chose à Luz. Mais non, ça ne peut pas être ça parce qu'Evelyn présente la petite fille comme Alia, la fille d'une femme nommée Caroline Correa, et Luz connaît Caroline. Caroline est la cousine de Pedro, et la dernière fois que Luz avait vraiment pensé à elle, c'était il y a 6 ans, à peu près au moment de l'incendie, parce qu'à cette époque, Caroline était passée à la maison. Elle a demandé à Pedro de regarder sa voiture, puis, pendant qu'il la réparait dehors, elle est entrée s'asseoir avec Luz et elles ont discuté un moment. Caroline l'a félicité pour le nouveau bébé, puis elle a mentionné, un peu en passant, qu'elle venait elle-même d'avoir un bébé, puis elle est partie, et ensuite elle est revenue un peu plus tard, a dit qu'elle avait oublié son sac à main et est retournée à l'intérieur. C'est juste après le second départ de Caroline que l'incendie a commencé. Cette même nuit, de l'autre côté de la ville, Caroline se présente chez son petit ami, un homme nommé André, et elle a un bébé avec elle. Elle lui dit qu'elle vient d'accoucher et que l'enfant est le sien, et André n'a aucune raison au monde de douter d'elle.
Alors il les accueille tous les deux et il aide à élever la petite fille qu'il croit de tout son cœur être sa propre fille. Une petite fille que Caroline appelle Alia. Revenons maintenant à ce jardin. 6 ans plus tard, Luz se tient là à regarder cet enfant et ce sentiment qu'elle porte en elle depuis la nuit de l'incendie hurle en elle maintenant. Elle fait la seule chose qui lui vient à l'esprit. Elle s'approche et demande à la fillette si elle peut retirer un petit morceau de chewing-gum de ses cheveux, et la fillette accepte, et Luz arrache 5 cheveux et les emporte. Elle met ses 5 cheveux dans un sac en plastique, elle apporte ce sac directement au commissariat et le remet au policier. Au début, cela ne mène à rien, mais Luz insiste et son histoire finit par atteindre un élu de l'État nommé Angel Cruz, et c'est lui qui l'aide enfin à présenter ses 5 mèches à quelqu'un qui peut réellement en faire quelque chose. Ils effectuent une analyse ADN, la comparent à celle de Luz et de Pedro, et le résultat confirme ce que Luz a toujours su. C'est elle, la petite fille que tout le monde dans la cour connaissait sous le nom d'Alia, et Delamar, le bébé de l'incendie, vivante, âgée de 6 ans, ayant vécu tout ce temps à quelques kilomètres de là. Luz avait eu raison depuis la toute première nuit, et pas une seule personne ne l'avait cru. Caroline est placée en garde à vue et accusée d'enlèvement ainsi que d'autres chefs. Quand les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi, ils découvrent quelque chose qui bouleverse toute l'histoire. D'après plusieurs témoignages, Caroline avait elle-même accouché chez elle aux alentours du 12 décembre 1997, juste quelques jours avant l'incendie, et il y avait des gens présents quand cela s'est produit, des témoins. L'une d'entre eux était sa propre fille adolescente, mais ce bébé, le bébé de Caroline, ne figure nulle part dans tout ce qui suit. Ce qui lui est réellement arrivé n'a jamais été établi. La théorie sur laquelle les enquêteurs s'arrêtent, c'est qu'il y a eu des complications et que le bébé n'a pas survécu, et cela devient l'explication de toute l'affaire. Une femme perd son propre nouveau-né, et seulement quelques jours plus tard, dans le chaos et la fumée d'un incendie de maison, le nouveau-né de quelqu'un d'autre disparaît comme par magie. Delamar a été ramenée chez elle à Philadelphie, retrouvant une vraie famille, et ce n'était pas une fin de conte de fées parfaitement lisse. Des années plus tard, devenue adulte, elle raconte ce que cela faisait réellement d'être rendue à une mère qui, pour elle, était une parfaite inconnue. Elle a dit qu'il lui a fallu attendre d'avoir 12 ans pour finalement accepter qu'elle n'avait qu'une seule mère et que c'était Luz. Quant à Caroline, elle a plaidé sans reconnaître sa culpabilité et le tribunal l'a condamnée à une peine de 9 à 30 ans. Elle a purgé environ 9 ans et elle est sortie depuis 2013. Et voici la partie qui me marque le plus. Pendant tout ce temps, Caroline n'a jamais rien expliqué. Elle n'a jamais dit à Delamar pourquoi, et elle n'a jamais donné à personne le nom de la personne qui l'a aidée, car les enquêteurs étaient certains dès le début qu'elle n'avait pas agi seule. Quelqu'un d'autre était dans cette maison la nuit de l'incendie. Quelqu'un a aidé à sortir un bébé de 10 jours à travers toute cette fumée, et personne n'a jamais été inculpé. Personne n'a même jamais été identifié. Qui que ce soit, Caroline n'a jamais dit un seul mot à leur sujet, pas un seul. Quelque part, il y a une personne qui est entrée dans une maison en feu, a pris un bébé et est repartie sans problème, et la seule personne qui sait qui c'est a décidé de ne rien dire. Numéro 8. Pendant 16 ans, la moitié de l'Europe a traqué une femme. Personne ne connaissait son nom, mais elle laissait toujours une chose derrière elle sur les scènes des pires crimes du continent, son ADN. Ils l'ont prélevé sur une tasse à thé à côté d'une femme assassinée. 8 ans plus tard, sur un deuxième corps, à des centaines de kilomètres au sud, sur une seringue jetée, sur un biscuit à moitié mangé, retrouvé lors d'un cambriolage, sur le volant de voiture volée, et finalement, sur le corps d'une policière de 22 ans, tuée dans sa propre voiture de patrouille, une seule femme, ils en étaient certains. Derrière tout cela, 6 meurtres et une longue traînée décousue de crimes moins graves dans leur sillage, à travers l'Allemagne, l'Autriche et la France. Le problème n'a jamais été que la police n'avait rien, c'est qu'ils étaient proches d'elle presque tout le temps, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Alors ils lui ont donné un nom, le fantôme de Heilbrunn. Je vais maintenant vous dire la vérité à son sujet, car la vérité est la seule raison pour laquelle cette histoire existe. Ce n'était pas une tueuse en série. Ce qu'elle s'avère être est pire que cela, et plus triste aussi. Nous sommes le 25 mai 1993. Une ville du sud-ouest de l'Allemagne appelée Edar Oberstein. Une femme de 62 ans nommée Lise Letta Schlanger y habite. Un jour, un voisin passe et frappe à la porte, mais personne ne répond. Elle frappe de nouveau, mais seul le silence vient de l'intérieur, et cela la dérange suffisamment pour qu'elle appelle la police et leur demande d'entrer vérifier si Lise Letta va bien.
Mais Liz Letta ne va pas bien. Les agents entrent et la trouvent sur le sol de sa propre maison, déjà morte, et il ne leur faut pas longtemps pour comprendre que ce n'était pas un accident. Il y avait des marques sur son corps, et ces marques racontent la même histoire à tous ceux qui les voient. Quelqu'un est entré ici et quelqu'un lui a fait ça. Alors ils ont fait le travail lent, patient et ordinaire. Ils frappent à chaque porte de la rue, et la réponse, encore et encore, c'est rien. Pas de lutte, pas de cris, pas de voiture qui démarre en trombe. Celui qui est entré chez Liz Letta l'a fait discrètement, en prenant soin de ne réveiller personne, et est reparti sans presque rien laisser derrière lui, presque rien, car là, sur une tasse à thé, il y a une faible trace d'ADN. Le laboratoire l'analyse, et cela ne correspond à personne, nulle part, mais cela leur offre un fait solide dans une affaire sans autre piste. L'ADN appartient à une femme, puis la piste se refroidit. Pendant 8 ans, la police gratte cette affaire sans avancer, et le dossier reste là, dans l'ombre. Mars 2001, Fribourg, à quelques centaines de kilomètres au sud, un autre corps, un homme cette fois, Joseph Wolzenbach, un antiquaire, tué d'une manière qui ressemble étrangement à ce qui a été fait à Liz Letta. Et quand les résultats du laboratoire reviennent, la coïncidence se transforme en quelque chose de bien pire. L'ADN de Fribourg correspond exactement au profil trouvé sur cette tasse. La même femme inconnue, 8 ans plus tard, dans une autre région du pays, et la voilà de nouveau. Ils ont maintenant une tueuse en série, une femme sans nom et sans visage qui a tué dans 2 villes, puis l'affaire commence à se déliter. Son ADN apparaît là où il n'y a eu aucun meurtre, sur une seringue jetée, sur ce biscuit à moitié mangé lors d'un cambriolage en Autriche. La même femme liée à 2 meurtres est maintenant apparemment une petite voleuse qui s'arrête pour grignoter en sortant, et cela ne s'arrête pas là. Voiture volée, cambriolage, un braquage, en Allemagne, en Autriche, en France. Au moment où les enquêteurs font le compte, ils ont lié cette femme à 6 meurtres et à une quarantaine de scènes de crime. 3 pays travaillent maintenant ensemble sur l'affaire et tout ce qu'ils ont ne mène toujours à rien. Avril 2007, c'est celle-ci qui change tout. Une policière nommée Michelle Kiesewetter et son partenaire Martin Arnold sont en patrouille dans une ville appelée Heilbronn. Michelle a 22 ans. Sa vie ne fait que commencer. Ils s'arrêtent pour une pause dans un coin d'un grand parking, puis des coups de feu éclatent. Les 2 policiers sont blessés. Martin est tellement grièvement blessé qu'il tombe dans le coma et Michel n'y survit pas. Lorsque la police scientifique examine la scène, ils trouvent l'ADN et c'est elle, le fantôme. Quelques semaines plus tard, Martin sort du coma et les enquêteurs ont vraiment besoin de lui car il est le seul survivant, leur unique témoin, mais il ne peut pas les aider, il ne se souvient de rien. Puis, en 2009, toute l'affaire s'effondre, et cela se produit de la manière la plus étrange que l'on puisse imaginer. Les enquêteurs essaient d'identifier un corps non identifié. Ils consultent une ancienne fiche d'empreinte d'un homme, la passent au fichier et obtiennent un résultat portant l'ADN du fantôme, l'ADN d'une femme, présent sur des empreintes digitales prélevées des années plus tôt sur un homme. Cela ne peut pas arriver. Ils refont donc le test avec un écouvillon propre, et cette fois, elle a complètement disparu, il n'y a plus rien. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un pose enfin la question à laquelle personne n'avait pensé en 16 ans. Et si elle était sur les écouvillons? Alors ils ouvrent un paquet d'écouvillons tout neufs, directement sortis de l'usine, qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit, et ils les testent, et son ADN est déjà dessus. Chaque meurtre, chaque cambriolage, chaque piste qui avait englouti 16 ans de travail, tout avait été contaminé avant même qu'une seule enquête n'ait commencé. Ils remontent la piste des écouvillons jusqu'à l'endroit où ils sont fabriqués, une usine en Autriche, et là, après 16 ans de traque à travers 3 pays, ils se retrouvent enfin face à face avec le fantôme. Ce n'est pas une tueuse en série, c'est une femme qui travaille sur une chaîne de production, et quelque part lors de l'emballage de ces écouvillons, sa propre peau finissait toujours dessus. Son ADN n'a jamais fait partie d'aucun de ces crimes. Il n'a toujours appartenu qu'aux preuves. Pendant 16 ans, la police a poursuivi un fantôme qu'elle avait elle-même créé. Cette erreur a transformé la science médico-légale. Les laboratoires de police scientifiques du monde entier ont renforcé la gestion des outils de collecte d'ADN. Désormais, une cellule oubliée au sol d'une usine ne pourra plus compromettre une affaire similaire. Malheureusement, c'était trop tard pour les familles, sauf une exception. Une affaire parmi toutes a finalement trouvé une réponse. En 2011, les pompiers sont appelés pour un camping-car en feu près d'une ville appelée Eisenach. À l'intérieur se trouvent 2 corps et, parmi les décombres, 2 armes de service de la police.
Elles appartiennent à Michel et Martin. Cet incendie mène les enquêteurs à un groupe d'extrême droite et aux personnes qui ont tué Michel Kiesewetter. Après des années sans réponse, sa famille obtient enfin la vérité. Mais seulement une famille, parmi toutes les autres, car Lise Letta, Joseph et tous les autres noms impliqués dans cette affaire, n'ont jamais été tués par le fantôme. Il n'y avait pas de fantôme. Et au moment où elle a disparu, le seul indice que quelqu'un avait a disparu aussi. Alors, qui est entré discrètement chez Lise Letta et l'a laissé au sol chez elle sans rien laisser derrière, mais une tasse à thé n'a jamais été attrapée, et il est presque certain qu'elle ne le sera jamais. Pas parce qu'ils étaient malins, pas parce qu'ils ont tenu en échec 3 pays pendant 16 ans, mais parce que une femme dans une usine qui n'a jamais fait de mal à personne, qui ne connaissait même pas le nom de Lise Letta, laissait d'une manière ou d'une autre sa peau sur des écouvillons en coton. Numéro 7. Cela débute un peu comme une histoire d'amour. Elle s'appelle Walburga Osterreich, mais tout le monde l'appelle Dolly. Elle est la fille d'immigrants allemands, née en 1880, élevée près de Milwaukee, et l'argent est assez rare pour qu'elle commence à travailler jeune dans une usine textile. L'usine appartient à un homme qui a réussi par lui-même, nommé Fred Osterreich, et il la courtise, puis il se marie quand elle a 17 ans. Pendant un certain temps, tout va bien, mais lorsqu'ils atteignent la trentaine, le mariage s'est refroidi, Fred est toujours au travail, il part tôt, rentre tard, et quand il reste à la maison, il a généralement bu. Donc Dolly le voit à peine, et quand elle le voit, il est épuisé, elle est malheureuse, et elle cherche de l'affection ailleurs, puis sa machine à coudre tombe en panne. Elle appelle l'usine pour qu'ils envoient quelqu'un, et la personne qu'ils envoient est un jeune homme discret de 17 ans, nommé Otto Sanhuber. Au moment où Otto franchit cette porte, quelque chose commence entre eux deux qui ne va pas s'arrêter. Le problème, ce sont les voisins qui voient un jeune homme aller et venir à des heures indues, alors Dolly invente une histoire. Otto, dit-elle, est son demi-frère, un vagabond, simplement de passage, et au bout d'un moment, plus personne ne pense à lui. À peu près à la même époque, Fred commence à remarquer des choses, des bruits dans la maison qui ne devraient pas être là, des pas au-dessus de la chambre alors qu'ils ne sont que 2 à la maison. De la nourriture qu'il est sûr d'avoir achetée disparaît de la cuisine, un grincement au plafond, tard dans la nuit. Il en parle, et à chaque fois, Dolly le regarde comme si c'était lui le problème. Il n'y a rien là-haut. Tu t'imagines des choses? Va voir un médecin. Alors il y va, et le médecin lui dit qu'il n'a rien, mais ça ne s'arrête pas, et cela use Fred jusqu'à ce qu'il ne supporte plus la maison. Il veut partir. Ils décident qu'ils vont déménager à Los Angeles, et il ne veut rien entendre contre ça. Dolly accepte de partir. Elle a juste une petite condition étrange. Leur nouvelle maison doit avoir un grenier. Alors ils déménagent. Une toute nouvelle maison de l'autre côté du pays, un nouveau départ, et les bruits les suivent jusque-là. Les mêmes pas au-dessus du lit, la même nourriture qui disparaît, le même grincement au plafond, une toute nouvelle maison à l'autre bout du pays, et ce qui hante Fred est toujours là chaque nuit, et Dolly lui dit toujours qu'elle n'entend rien. Et ça continue comme ça jusqu'à la nuit du 22 août 1922. Cette nuit-là, les voisins entendent des coups de feu dans la maison des Osterreich et appellent la police. Les policiers qui entrent trouvent Fred sur le sol, grièvement blessé, il ne survit pas. Ils trouvent Dolly, vivante, enfermée dans un placard, tremblante. La montre en diamant coûteuse de Fred a disparu, bien que la plupart des bijoux de la famille soient intacts. Au début, toute l'affaire ressemble à un cambriolage qui a mal tourné, mais la police n'y croit pas. Quelque chose cloche dans l'histoire de l'épouse. Mais il y a un détail auquel ils ne peuvent pas échapper. Le placard était verrouillé de l'extérieur. Il est impossible que Dolly ait tiré sur son mari puis se soit enfermée elle-même dans un placard de l'extérieur. Aussi suspicieux qu'il soit, les pièces du puzzle ne s'assemblent pas et Dolly s'en sort. Maintenant, elle est veuve et elle ne reste pas célibataire longtemps. L'homme avec qui elle commence une relation, Herman Shapiro, n'est pas juste un homme qu'elle voit. Il est son avocat, son propre avocat. Très tôt, elle lui offre une montre en diamant et il la reconnaît. C'est celle qui a été déclarée volée la nuit où Fred est mort. Il pose des questions à ce sujet, mais elle élude et il laisse tomber. Mais Herman travaille aussi de longues heures et une Dolly agitée va chercher ailleurs. L'un des hommes qu'elle rencontre est un homme d'affaires nommé Roy Klum et un jour, elle vient le voir pour lui demander un petit service étrange. Elle dit qu'elle a une arme à feu à la maison, du même calibre que celle qui a tué son mari, et elle craint que la police ne se fasse de fausses idées. Elle lui demande de s'en débarrasser, et il accepte. Il la jette dans les fosses de goudron de la Brea.
Ensuite, elle fait le même coup à un voisin, une deuxième arme, et il l'enterre dans son jardin. Deux armes disparues, ou du moins c'est ce qu'elle croit, parce que la relation avec Roy ne dure pas non plus. Quand Dolly met fin à leur relation, il prend très mal le rejet, entre dans un commissariat et raconte tout au détective, l'arme, le service, les fosses de goudron. La police repêche l'arme des fosses de goudron et déterre l'autre dans le jardin du voisin, et les deux sont du même calibre que celle qui a tué Fred. Ce n'est pas une preuve, les armes sont trop corrodées pour cela, mais c'est suffisant. Dolly est arrêtée, soupçonnée d'avoir tué son mari, et c'est là que ça devient étrange. Assise dans une cellule, effrayée, Dolly supplie Herman de faire quelque chose pour elle. Un homme vit dans le grenier de sa maison, dit-elle. À ce moment-là, elle lui dit que c'est son frère, qu'il est inoffensif, qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé, et qu'elle est terrifiée à l'idée qu'il soit là-haut en train de mourir de faim. Herman pense que la pression l'a finalement brisé, mais il se rend quand même à la maison, il monte dans le grenier, et là, il trouve un homme. Il s'appelle Otto Sanhubert, le réparateur de machines à coudre discret, le demi-frère qui ne faisait que passer, et maintenant, n'ayant plus aucun endroit où se cacher, Otto dit la vérité. Il n'a jamais été le frère de qui que ce soit. Il est l'amant de Dolly, et il vit dans le grenier de cette maison, caché au-dessus de la chambre. Pendant près de 10 ans, c'est ce que Fred entendait, tout cela. Les pas au-dessus du lit, c'était Otto. La nourriture qui disparaissait sans cesse, c'était Otto. Le grincement au plafond, les bruits qui ont suivi la famille jusqu'à leur nouvelle maison à l'autre bout du pays. Tout cela, c'était Otto, parti à l'ouest avant eux et déjà dans le nouveau grenier à leur arrivée. Fred n'était jamais en train de perdre la tête. Il y avait un homme au-dessus de son lit tout ce temps, à quelques pas de lui, chaque nuit, et la femme allongée à côté de lui le savait. Herman est stupéfait. Il met Otto dehors, et puis, d'une manière ou d'une autre. Il paie la caution de Dolly, la fait sortir de prison, continue à la voir et finit par emménager avec elle. Pendant environ 7 ans, la vie semble plus ou moins normale, puis la relation s'effondre. Dolly se met avec un autre homme, et c'est la fin de la patience d'Herman. Il la quitte pour de bon et va directement à la police, et il leur parle d'Otto, l'homme du grenier, et il leur expose sa propre théorie, qu'Otto est celui qui a tué Fred, qu'Otto a simulé le cambriolage, et que Dolly était complice depuis le début. La police part à la recherche d'Otto. Il était parti au Canada il y a des années, avait changé de nom et s'était marié, mais il était revenu depuis longtemps à Los Angeles, et c'est là qu'il l'arrête. Et quand il l'installe, Otto parle. La nuit où Fred est mort, dit-il, il était dans le grenier quand une dispute a éclaté en bas et il a eu peur pour Dolly. Alors il est descendu et a pris l'une des armes de Fred et pour la première fois en 10 ans, les deux hommes se sont retrouvés face à face. Et dès que leurs regards se sont croisés, Otto dit que Fred a tout compris d'un seul coup. Toutes ces années de bruit, ces pas, cet homme dont sa femme jurait qu'il n'existait pas, debout là, dans le salon. Une confrontation éclate et Fred est abattu. D'après son propre récit, Otto enferme ensuite Dolly dans le placard pour lui fournir un alibi, met les pièces sens dessus-dessous pour faire croire à un cambriolage, puis remonte dans le grenier et disparaît comme il l'avait toujours fait. Tous deux sont inculpés en lien avec la mort de Fred, et aucun d'eux n'est jamais vraiment puni pour cela. Un jury déclare Otto coupable d'homicide involontaire, mais le délai de prescription pour cette accusation est déjà écoulé, donc Otto est libéré. Dolly est jugée séparément et son jury n'arrive pas à se mettre d'accord. Le jury est donc dans l'impasse. Les charges sont abandonnées et elle ne passe jamais un seul jour en prison pour ce qui est arrivé à Fred. Elle reste dans la ville et elle y meurt en 1961, une vieille femme, de cause naturelle, dans son propre lit. Et Fred a passé les dernières années de sa vie à raconter à quiconque voulait l'écouter qu'il y avait quelque chose dans sa maison. Des pas au-dessus de son lit, des bruits dans le plafond. Et à chaque fois, les personnes les plus proches de lui disaient que ce n'était rien, qu'il l'imaginait, qu'il devait aller voir un médecin, mais il y avait un homme au-dessus de son lit. Pendant tout ce temps, à seulement quelques pas de là, chaque nuit, pendant des années, Fred avait eu raison depuis le début. Si vous appréciez l'épisode jusqu'à présent, abonnez-vous et laissez un like. Cela aide vraiment l'émission à toucher plus de monde. Si vous écoutez via une plateforme de podcast, une note 5 étoiles aide énormément. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires se diffusent. Numéro 6. Celle-ci est un peu différente. Ce n'est pas une histoire de hantise, ni un meurtre. C'est plutôt la plus étrange histoire vraie que je connaisse, et elle commence avec un corps. Nous sommes le matin du 30 avril 1943.
Le monde entier est en guerre, et au large d'une petite ville espagnole appelée Huelva, un pêcheur est sur l'eau, faisant la même chose que chaque matin de sa vie, et quelque chose dérive vers lui. Il pense d'abord que c'est du bois flotté, peut-être une épave, mais cela continue d'approcher, lentement, roulant sur la houle, et plus cela se rapproche, plus cela lui paraît étrange, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour voir ce que c'est vraiment. C'est un homme. Il le sort de l'eau et le ramène à terre, mais personne ne peut rien faire. Il est mort depuis un moment, alors le pêcheur apporte le corps à la police locale, et la police commence à poser les questions évidentes, comme qui est cet homme? La réponse se trouve dans ses poches, un portefeuille, des documents, une photo d'une jeune femme, 2 lettres d'amour pliées et usées à force d'avoir été lues, un reçu d'un bijoutier de Bond Street pour une bague de fiançailles en diamant, une lettre de sa banque concernant son découvert, et un nom, le capitaine William Martin des Royal Marines. Petit à petit, une vie prend forme. Il avait une fiancée, des dettes et quelqu'un qui l'attendait chez lui. Souvenez-vous de ce nom, car au cours des prochaines semaines, cet inconnu décédé va contribuer à changer le cours de la guerre, et presque rien de tout cela n'est réel. Mais la police espagnole ne le sait pas. Ils savent seulement qu'ils ont le corps d'un officier britannique, alors ils fouillent ses affaires et c'est là qu'ils le trouvent. Des documents marqués confidentiels, un plan complet des Alliés pour attaquer la Sardaigne et la Grèce, lancé depuis l'Afrique du Nord. Voici où se trouvent les Alliés en 1943. Ils doivent revenir en Europe par le sud, mais chaque point de débarquement évident est fortement fortifié, rendant une attaque frontale catastrophique. Les deux camps jouent donc au même jeu de devinette. Où les Alliés vont-ils frapper en premier? Et maintenant, à cause d'un seul corps sur une plage, l'Axe pense détenir la réponse, par écrit, signée et scellée. L'Espagne, officiellement neutre, favorise pourtant l'Axe. Les autorités espagnoles transmettent donc ce qu'ils trouvent directement aux Allemands, qui entendent exactement ce qu'ils souhaitent. Ils étaient persuadés depuis des mois que la Sardaigne et la Grèce étaient visées, alors quand ces documents arrivent, cela ne ressemble pas à un piège, mais à une preuve, et ils agissent. Ils retirent la première division blindée de France et l'envoient en Grèce. Ils mettent 10 000 hommes en Sardaigne, ils sont prêts, ils en sont certains. Et puis, le 9 juillet 1943, plus de 150 000 soldats alliés débarquent sur les plages, mais pas en Sardaigne, ni en Grèce, mais en Sicile. Et voici jusqu'où cela va. Même avec toute cette armée qui déferle sur la Sicile, le commandement allemand ne veut pas lâcher prise. Ils ont les documents, ils ont lu le plan, alors ils se disent que ça doit être la diversion, que le vrai coup va bientôt tomber sur la Sardaigne et la Grèce, alors ils continuent d'envoyer des hommes sur la mauvaise île pendant que la bataille pour la Sicile fait rage sans eux. Ils montent la garde devant une porte sur laquelle personne ne viendra jamais frapper. Il ne faut qu'environ 6 semaines. La Sicile tombe, le roi italien renverse son propre gouvernement et commence discrètement à négocier, et les Allemands sont stupéfaits. Ils avaient le plan entre les mains, et pourtant, ils se sont fait avoir. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Les Alliés ont-ils découvert la fuite et changé leur plan à la dernière minute? Non, c'est quelque chose que l'Axe n'a jamais cru possible, car il n'y a pas de capitaine William Martin, il n'y en a jamais eu. Chaque camp possède des départements dédiés à mentir à l'autre. Et les Britanniques sont terriblement doués pour ça. 2 officiers du renseignement, un marin nommé Ewan Montagu et un agent du MI5 nommé Charles Chumley cherchent un corps, pas n'importe lequel, un dont personne ne viendra réclamer, et ils le trouvent. Il s'appelle Glyn Dwyer Michael. Glyn Dwyer est gallois, originaire d'une ville minière appelée Aberbarwyd, et sa vie a été difficile, d'une manière silencieuse qui use une personne jusqu'à la réduire à néant. Son père, mineur de charbon, meurt lorsque Glyn Dwyer a 15 ans. Sa mère est partie quand il a 31 ans. Sans famille et sans argent, il dérive jusqu'à Londres et finit par dormir dans la rue, et c'est là que tout s'arrête pour lui. Ils le trouvent mourant dans un entrepôt abandonné près de King's Cross, après qu'il a avalé du pain empoisonné qui avait été laissé pour les rats, qu'il l'ait fait exprès ou qu'il ait simplement été un homme affamé mangeant tout ce qu'il pouvait trouver, personne n'a jamais pu le dire. Il a 34 ans. Il meurt quelques jours plus tard, et le monde remarque à peine sa disparition, et c'est, aussi froid que cela puisse paraître, exactement pour cette raison qu'ils l'ont choisi. Un homme que plus personne ne regrette peut discrètement devenir une autre personne. Alors ils lui construisent une vie, ils font de lui un officier, le capitaine William Martin, ils lui écrivent des lettres d'amour d'une fiancée qui n'existe pas, ils lui donnent sa photo, le reçu de la bague, une note sévère de sa banque lui réclamant le remboursement d'un découvert.
Rien ne rend un homme plus réel qu'un homme endetté. Même ses sous-vêtements sont empruntés, car le rationnement de guerre empêche d'acheter l'équipement d'un officier, toute une vie sur papier, chagrin d'amour inclus. Il y a juste un problème. Ils ont besoin qu'il ait l'air de s'être noyé, alors ils photographient le corps pour sa carte d'identité, et les photos sont inutilisables. Chaque fois, la même chose saute aux yeux. Ce n'est pas un officier endormi, mais un mort. Ils trouvent alors un remplaçant vivant au visage similaire et le photographient à sa place. Ils enferment ensuite Glindor dans un conteneur en acier rempli de glace sèche, étiqueté instruments optiques, puis le transportent de nuit vers un sous-marin en Écosse. L'équipage est informé qu'ils transportent un dispositif météorologique secret, seuls les officiers connaissent la vérité, et il y a une chose de plus, et c'est le détail qui me hante. Le matin où ils habillent le corps, ses pieds sont si gelés qu'ils ne peuvent enfiler les bottes. Ils font alors venir un radiateur électrique pour réchauffer lentement les pieds jusqu'à ce que les bottes entrent enfin. Le sous-marin atteint la côte espagnole avant l'aube. Ils ouvrent le conteneur, ils enchaînent la mallette à son poignet et le capitaine lui lit le 39e psaume pendant qu'ils le descendent dans l'eau noire, puis ils mettent les moteurs en marche et laissent le sillage l'emporter vers le rivage. À 12 miles au large, le capitaine envoie 2 mots à Londres, Mansmith terminé, et ça marche. Les Allemands ne se doutent de rien. Alors, réfléchissez à ça un instant. Un homme qui n'avait rien dans la vie, qui est mort seul dans un entrepôt vide, a envoyé 10 000 soldats garder la mauvaise île et a entraîné l'une des meilleures divisions blindées d'Allemagne jusqu'en Grèce, et cela a continué à porter ses fruits. Les Alliés ont pris pied dans le sud de l'Europe, le gouvernement italien est tombé, et moins d'un an plus tard, les troupes attaquaient les plages de Normandie. Il a été enterré en Espagne avec tous les honneurs militaires, et chacun pensait devant cette tombe enterrer le capitaine William Martin. C'est ce nom qu'ils ont gravé dans la pierre, et il est resté là, le seul nom sur la pierre, pendant plus de 50 ans. Il est mort sans rien posséder. Il a été sorti de l'océan par un inconnu qui ne savait rien de lui. On lui a donné un nom qui n'a jamais été le sien, et il est resté enterré sous ce nom pendant un demi-siècle. La seule chose qu'il ait faite et qui est comptée, ayant peut-être raccourci la guerre de plusieurs années et sauvé d'innombrables vies, il l'a accomplie après sa disparition, sans jamais rien en savoir. Numéro 5. Il est tard le 12 mai 2003 et une voiture fait le tour d'un pâté de maison à Sun Valley, en Californie. Un homme au volant cherche quelqu'un de précis. Sur le trottoir se trouve une fille de 16 ans nommée Martha, debout devant sa maison avec une amie, profitant d'une nuit chaude comme on le fait à 16 ans quand on n'est pas encore prêt à rentrer. La voiture repasse encore une fois. Elle ralentit. Le conducteur se penche et lui demande son nom. Et Martha le lui dit. Il lève une arme et ouvre le feu juste là, devant la maison de ses parents. Puis il disparaît. Une adolescente abattue dans sa propre rue par un homme qui s'est assuré d'avoir la bonne personne avant d'appuyer sur la gâchette. Quand les détectives examinent cela, ils ne voient rien d'aléatoire. Ils y voient un message. Quelqu'un voulait que Martha disparaisse, et quelqu'un savait exactement qui elle était. Parce qu'11 jours plus tôt, Martha était assise dans une salle d'audience. Elle avait témoigné lors d'une audience dans une affaire de meurtre liée à un gang contre son ex-petit ami, un homme nommé José Ledesma. Alors, quand elle s'effondre sur le pas de sa porte quelques jours après avoir témoigné, les détectives ont déjà un mot en tête avant même de recueillir une seule déclaration. Représailles, un contrat, quelqu'un qui fait taire un témoin. Alors ils partent à la recherche du tireur. Un témoin a vu un homme fuir la scène. Quelqu'un donne un nom à la police et ce nom appartient à Juan Catalan, 24 ans, usineur dans l'entreprise familiale. Voici ce qui pousse la police à s'intéresser à lui. Le frère de Juan, Mario, était un accusé dans une affaire de gang liée. Donc le tableau se dessine rapidement. Frère d'un accusé, un témoin qui désigne quelqu'un nommé Juan à la police de Los Angeles. C'est le mobile et le suspect en une seule fois. Un matin, Juan arrive tôt au travail et les flics sont déjà là à l'attendre. Il lui passe les menottes et l'accuse du meurtre d'une fille de 16 ans et Juan est abasourdi. Il leur dit qu'il se trompe de personne. Il leur dit où il était réellement cette nuit-là. Il était à un match de baseball. Les Dodgers et les Braves au Dodger Stadium avec sa fille de 6 ans, son cousin et un ami. Il a encore les talons de billets. Il les montre. Les inspecteurs ne bronchent pas. N'importe qui peut acheter un billet sans aller au match. Juan, lui, entre dans une prison de Los Angeles pour attendre son procès pour meurtre capital. Si l'accusation obtient ce qu'elle veut, il pourrait être condamné à mort pour un meurtre avec lequel il n'a rien à voir.
Il reste là-dedans pendant 5 mois et demi. Le bruit court sur ce dont il est accusé et le meurtre d'une adolescente fait de lui une cible. À un moment donné, il survit à une émeute. Maintenant, son avocat est un homme nommé Todd Melnick, et Melnick fait quelque chose que la plupart des avocats ne font jamais. Il sort à pied, il parcourt Sun Valley, frappe aux portes, parle aux adolescents qui connaissaient Martha, il récupère les relevés téléphoniques, il confirme auprès de la petite amie de Juan, Alma, que Juan était vraiment au match. Mais il doit placer Juan dans ce stade à un moment précis, à un endroit où il ne pourrait pas commettre un meurtre en même temps. Il cherche alors la seule chose qui pourrait exister, une vidéo. Il récupère les images diffusées du match et les passe au crible image par image, scrutant la foule à la recherche du visage de Juan pendant des heures et il ne le trouve pas. Une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte de foin est un stade plein à craquer, mais pendant qu'il fouille, il tombe sur quelque chose d'étrange. Une seconde équipe était présente au Dodger Stadium ce soir-là et elle n'était pas là pour filmer un match de baseball. Ils étaient là pour tourner une série télé, une comédie de HBO appelée Larry et son nombril de Larry David, le gars qui a co-créé Seinfeld. Ils tournaient un épisode intitulé The Carpool Lane. La blague, c'est que Larry David engage une femme pour monter dans sa voiture afin qu'il puisse emprunter la voie du covoiturage et éviter les embouteillages en allant au match des Dodgers. Alors, Melnick appelle HBO et HBO remet leurs images brutes de ce jour-là, tout ce qui n'a jamais été diffusé. Et là, dans un coin d'une des images, il y a son client. Ces images sont capitales, mais ce n'est toujours pas suffisant pour gagner le procès, car l'émission filmait plus d'1 heure avant que Martha ne soit tuée. Un sceptique dirait qu'il était là à 8 heures, puis a traversé la ville pour la tuer plus tard. Melnick vérifie alors les relevés téléphoniques et trouve ce qu'il cherche. Ce même soir, à 22h11, le téléphone portable de Juan s'est connecté à une antenne couvrant le Dodger Stadium. Un rapide coup de fil à sa petite amie en partant, moins d'1 minute, mais cela place son téléphone exactement au stade environ une demi-heure avant que Martha ne soit abattue. Et Martha a été tuée à environ 30 km au nord. Voilà toute l'affaire. Impossible d'être au Dodger Stadium juste après 10 heures, puis 20 miles plus au nord quelques minutes plus tard, en train de faire le tour du pâté de maison dans d'autres vêtements et une autre voiture. C'est physiquement impossible. Lors d'une audience, Melnick expose tout et le juge rejette l'affaire. Toutes les charges sont abandonnées. Juan Catalan sort après 5 mois et demi, rentre chez Alma et sa fille, puis poursuit la ville, qui accepte un règlement de 320 000 $. Son histoire devient un documentaire Netflix intitulé Long Shot. Voilà donc la version qui fait du bien. Un innocent est libéré, l'avocat devient un héros, et une émission télé sur la voie de covoiturage en est la raison. On pourrait croire que le système a marché, mais un adolescent de 16 ans est tout de même mort. Lorsque Juan est libéré, les gens commencent enfin à se demander la question que personne ne s'était posée pendant qu'il était derrière les barreaux. Pourquoi Martha? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à décider qu'un jeune de 16 ans doit mourir? Pour comprendre cela, il faut revenir en arrière. Quelques mois plus tôt, un jeune homme nommé Christian a été abattu juste devant la maison de Martha. C'est ainsi qu'elle se retrouve témoin au départ. Ce sont les mêmes détectives sur cette affaire, imaginez la scène. Ils ont José Ledesma dans une pièce, ils font pression sur lui pour qu'il avoue le meurtre de Christian, et pour le faire craquer, ils font glisser une série de photos sur la table, 6 visages, l'un d'eux entouré, et c'est le sien. Griffonné à côté à la main, il y a une phrase « C'est lui qui a tiré sur le petit ami de mon ami », en bas, une signature, le nom de Martha. Mais voilà le problème. Martha ne l'a jamais écrit, n'a jamais entouré sa photo, n'a jamais nommé Ledesma comme tireur à qui que ce soit. Cette photo, cette phrase, cette signature, les détectives ont tout fabriqué eux-mêmes et l'un d'eux, des années plus tard, témoigne à la barre sous serment et lui donne un nom. Il appelle ça une ruse. Et la ruse fait son effet. Ledesma prend le téléphone de la prison, appelle un de ses gars et dit qu'il a été balancé. L'information circule dans son gang jusqu'à ce qu'ils arrivent tous à la même conclusion. Martha est une balance. Mais ce n'est pas le cas. Elle est montée à la barre et ne leur a rien donné, pas un mot qui puisse les aider, mais ce n'est pas ce que le gang entend, et c'est eux qui s'en prennent à elle. Ledesma et 2 hommes sont condamnés pour ce meurtre. Selon le dossier du tribunal, ils plaident coupables en 2007 pour éviter la peine de mort. Ce qui l'a marqué, c'est qu'une jeune fille a été abattue sur le pas de sa propre porte à cause d'un papier portant son nom, qu'elle n'a jamais signé, et que les détectives ayant rédigé ce document ont été discrètement transférés du service des homicides. Personne n'a été inculpé car leurs actes n'étaient pas criminels. Numéro 4. Imaginez ceci.
Vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, quelque chose de grave, et pour prouver votre innocence, ils vous font asseoir et vous branchent à un détecteur de mensonges. Vous répondez honnêtement à chaque question et vous réussissez, c'est clair, aucune tromperie, aucun signal d'alarme, rien du tout. D'une certaine façon, cela aggrave la situation, car ceux derrière la vitre voient votre résultat parfait et concluent que cela ne prouve pas votre innocence. Ça veut dire que vous êtes doué, assez doué pour tromper la machine. Donc le test que vous venez de réussir devient une raison de plus pour laquelle ils sont certains que vous êtes coupable. C'est le piège dans lequel Brian Kelly est tombé. Pour comprendre comment l'un des meilleurs chasseurs d'espions de la CIA est devenu le principal suspect et ce que tous ses poursuivants ont manqué, il faut revenir en arrière. Brian Kelly est né à Waterbury, dans le Connecticut, en 1943. Il est brillant et il aurait pu faire à peu près tout ce qu'il voulait de sa vie, mais à la place, il consacre 20 ans à l'armée de l'air et ce travail le mène au bureau des enquêtes spéciales. Il est si compétent qu'on lui offre un poste à la CIA. Au fil de sa carrière, il reçoit de nombreuses distinctions dans le renseignement et l'agence lui remettra plus tard sa médaille du renseignement pour carrière distinguée. Et à la CIA, Brian a un travail très spécifique. Il traque les espions soviétiques, pas ceux qui bénéficient de l'immunité diplomatique, mais ceux qui peuvent réellement être traduits devant un tribunal américain. Donc, à la fin des années 80, Brian fait partie d'une opération conjointe de la CIA et du FBI, enquêtant sur un haut fonctionnaire du département d'État. Et Brian est l'homme qui rassemble les preuves qui amènent les enquêteurs à soupçonner ce fonctionnaire d'avoir transmis des informations aux Soviétiques. Ce qui aurait dû être une avancée majeure s'effondre parce qu'un informateur inconnu avertit Moscou que la CIA et le FBI enquêtent sur lui. L'affaire s'écroule. Le fonctionnaire n'est pas inculpé, mais il perd son emploi et disparaît de la vie publique. Et les deux agences comprennent immédiatement ce que cela signifie. Quelqu'un a prévenu Moscou de l'intérieur. Ils ont une taupe et soudain la suspicion est partout. Ils examinent donc les 7 personnes ayant eu accès à ce dossier. Et un par un, ils les innocentent. Le seul qu'ils ne peuvent pas innocenter, c'est Brian. Et voici ce qui aurait dû le protéger. Brian est celui qui a découvert l'homme qui a prévenu ce responsable en premier lieu. Il traque la fuite. Il n'en est pas l'auteur. En tant que personne reconnue pour son éthique de travail et son parcours, il devrait être le dernier que l'on soupçonne, mais d'une manière ou d'une autre, tout se retourne contre lui. Et une fois que l'idée s'installe que Brian est la taupe, rien de ce que l'on découvre ne pourra la déloger. À la fin des années 90, il le charge de revoir les anciens dossiers, prétextant que c'est au cas où un indice aurait été oublié. Voilà l'histoire qu'il lui raconte. La vraie raison est de l'isoler et de le bloquer pour le surveiller jusqu'à ce qu'il commette une erreur. Brian est surveillé 24 heures sur 24, des agents suivent tous ses mouvements. Il fouille plusieurs fois sa maison en secret, sans rien trouver. Et voilà le problème. L'absence de preuves n'apaise en rien leurs soupçons. Cela ne fait que les convaincre que Brian est simplement très prudent. Plus il a l'air irréprochable, plus ils en sont sûrs. Trop prudent. La taupe parfaite. Quand ils le perdent de vue un moment, ils prennent même cela comme une preuve qu'il se faufile à couvert pour semer quelqu'un, un geste d'espion. La seule chose concrète qu'il trouve jamais, c'est une carte dessinée à la main de Nottoway Park, non loin de chez lui, et ils décident que c'est là que Brian fait ses dépôts clandestins. Le profil établi par leur informateur correspond parfaitement, car le FBI sait qu'une taupe de haut niveau est en liberté. Une taupe efficace qui remet de vrais secrets aux Soviétiques en échange de diamants, mais personne ne sait qui il est, pas même les Russes. L'homme ne leur a jamais donné son vrai nom, et personne ne lui a jamais parlé en face à face. Tout passait par des boîtes mortes. Un homme prudent, intelligent, travailleur, qui ne fait confiance à personne. Cela correspond parfaitement à Brian. Alors ils décident de le tester. C'est le test du début de l'histoire. Ils lui font croire qu'il a été choisi pour interroger un transfuge soviétique qui est en réalité un acteur, et dans le cadre de ce test, ils lui demandent de passer un test au polygraphe. Brian accepte et il le réussit, sans aucun signe de tromperie. Et vous savez déjà ce qu'ils font avec ça. Ils y voient la preuve qu'il peut tromper la machine et insistent davantage. En pleine nuit, on frappe à la porte de Brian. Un homme sur le seuil prétend être un agent russe, dit à Brian qu'il va être arrêté et lui remet un plan d'évasion. La scène est orchestrée pour effrayer Brian afin qu'il s'enfuit au lieu de rendez-vous où ils l'attraperont. Au lieu de cela, Brian se présente au travail le lendemain avec les documents en main et rapporte toute l'affaire en détail. Il décrit même le faux agent à un portraitiste avec une précision étonnante, ce qui nous amène à août 1999.
Brian est convoqué à une réunion au siège de la CIA, pensant y retrouver quelques collègues. À la place, deux agents du FBI l'attendent et lui disent en face qu'ils savent qu'il est la taupe que les Russes appellent carotte, et Brian ne flanche pas. Il est choqué et indigné et il nie catégoriquement, affirmant sa loyauté et son service. Lorsqu'il lui montre cette carte, il l'écarte d'un revers de main. C'est son itinéraire de jogging. Il l'interroge pendant 4 heures, et ils ne parviennent pas à le faire craquer. Alors, ils lui retirent son badge et son habilitation, le mettent en congé administratif et le raccompagnent jusqu'à la porte, et ensuite, cela devient cruel. Pendant les 21 mois suivants, les agents harcèlent Brian et sa famille. Ils interrogent ses enfants pour leur faire avouer ce qu'ils auraient vu ou entendu, mais ceux-ci affirment n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Au printemps 2000, le FBI a rédigé un rapport de 70 pages indiquant au ministère de la Justice que le suspect de la CIA est une taupe importante et demandant s'il peut être poursuivi pour espionnage. Il leur manque la preuve pour le condamner, alors ils tentent une ultime manœuvre. Ils organisent la venue d'un ancien officier du KGB dans le pays et lui font une offre, 7 millions de dollars en liquide pour tout dossier concernant la taupe. L'homme accepte, et parmi les documents qu'il remet, il y a un enregistrement audio de la voix de la taupe. En novembre 2000, des agents du FBI et de la CIA sont assis autour d'une table avec tout ce qu'ils ont recherché. Ils appuient sur lecture et quelque chose ne va pas. Ce n'est pas la voix de Brian Kelly sur cette bande. Elle ne ressemble pas à la sienne. Certains agents la trouvent de familière, mais personne ne parvient à l'identifier. En lisant les documents accompagnant la cassette, le style d'écriture leur paraît aussi familier. Et puis ils tombent sur un passage où la taupe cite une célèbre maxime du général Patton, et c'est cela qui fait tout basculer. Un analyste du FBI se souvient avoir entendu l'un de leurs propres superviseurs utiliser exactement cette citation. Ils réécoutent la voix sur la cassette, et cette fois, ils en sont certains. Ce n'était jamais Brian. La taupe est l'un des leurs, un agent du FBI, un superviseur. Son nom est Robert Hansen, et Robert Hansen s'avère être l'un des traîtres les plus nuisibles de l'histoire américaine. Il rejoint le FBI en 1976. Au bout de 3 ans, il propose ses services au renseignement militaire soviétique. Et de ce moment-là jusqu'en 2001 par intermittence, il remet à ses officiers traitants une montagne de secrets de ce pays, et la façon dont il s'en sort est presque difficile à avaler. Il compte l'argent que les Russes lui versent directement dans son bureau, puis le dépose sur son propre compte bancaire. Il avait déjà accès au système interne de dossiers du FBI et il l'a consulté bien au-delà de ce que son travail exigeait, téléchargeant des milliers de documents classifiés, et personne n'a jamais contrôlé ce qu'il faisait. Il a révélé l'identité de dizaines de sources humaines travaillant pour les États-Unis. Selon la propre enquête ultérieure du ministère de la Justice, au moins 3 d'entre elles ont perdu la vie à cause de cela. C'est cet homme qui était à l'intérieur de leur bâtiment, tandis que le FBI ruinait la vie de Brian Kelly. Ils ont mis Hansen sous surveillance, et le 18 février 2001, ils l'ont surpris en train de faire un dernier dépôt en boîte morte. Au moment où il pose les documents, les agents s'approchent, ils ne résistent pas. Il les regarde et, d'après plusieurs témoignages, demande « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» Et il écope de 15 peines de prison à vie consécutive au Supermax de Florence, dans le Colorado. Il y reste jusqu'à sa mort en 2023. Quant à Brian, il est totalement disculpé et autorisé à réintégrer la CIA, mais à cause de toute la médiatisation, il perd définitivement son statut d'agent secret. Il consacre ainsi ses dernières années à enseigner aux agents comment éviter les erreurs faites lors de sa traque. Il prend sa retraite en 2007 et décède en 2011, mais il y a un détail dans tout cela auquel je reviens sans cesse. Ces dossiers que Brian a dû revoir, la chasse à la taupe, toute l'affaire, tout ce soupçon reposait là-dessus. Robert Hansen était aussi tombé sur ces dossiers. Il avait consulté les propres archives du FBI pour voir ce qu'ils avaient sur la taupe, et c'était là, juste devant lui. La chasse visait un agent de la CIA, elle ne le visait pas, lui. La véritable taupe, assise dans le bâtiment, lisait les dossiers sur l'homme qu'il voulait détruire et voyait, dans leurs mots, qu'il visait la mauvaise personne, mais il a continué comme si de rien n'était. Numéro 3. Il y a un coup à la porte tard dans la nuit du 19 février 1838 et une jeune femme nommée Jean va ouvrir. Il y a un homme dehors dans l'obscurité et il lui dit qu'il est policier et il est pressé de le dire parce qu'ils y sont arrivés. Ils ont enfin attrapé Jack Talon à ressort juste là dans la ruelle et tout ce dont il a besoin d'elle, c'est d'une lumière, d'une bougie, d'une lanterne, n'importe quoi qu'elle puisse donner.
Alors Jean, voulant aider, voulant participer à ce qui se passait cette nuit-là, ils ont enfin attrapé la chose qui faisait que tout Londres regardait par-dessus son épaule, retourne à l'intérieur, trouve une bougie, l'allume et la porte jusqu'à la porte pour la lui donner. Et l'homme ouvre grand son manteau, mais avant de vous dire ce qui est sorti de sous ce manteau, vous devez savoir que cela se produisait déjà depuis presque un an et que cela n'a pas commencé par quelque chose d'aussi ordinaire qu'un homme. Cela a débuté dans les villages au sud de la rivière, dans des granges à East Sheen, où les gens qui se trouvaient dehors après la tombée de la nuit affirmaient être attaqués par quelque chose changeant sans cesse de forme. Une nuit, c'est un énorme taureau blanc. La suivante, un ours blanc. Ils commencent à l'appeler le malin, et beaucoup d'entre eux sont convaincus qu'il s'agit du diable en personne. Puis, en octobre de cette année-là, ce n'est plus un animal. Une jeune servante nommée Mary Stevens se rend au travail lorsqu'une chose surgit d'une ruelle et s'empare d'elle, la griffant avec des mains qu'elle a décrites comme glaciales, froides comme un corps sans vie. Elle crie, des gens accourent, et la créature a disparu avant que quiconque puisse l'atteindre. Et à partir de là, cela se répand dans tout Londres, remonte jusqu'aux Midlands, aussi loin au nord que l'Écosse, une grande silhouette vêtue d'une cape sombre et de bottes étranges à ressorts, sautant par-dessus les murs et disparaissant sur les toits. La panique devient si grande que le Lord-maire de Londres prend la parole publiquement pour en parler, et au début de 1838, la créature fait la une de tous les journaux du pays. Et il a enfin un nom, Spring-Heeled Jack, ce qui nous ramène à ce coup frappé à la porte. C'est environ un mois après le discours du Lord-maire, et l'homme à la porte du père de Jean, celui qui racontait à bout de souffle qu'ils avaient attrapé Jack et qu'il lui fallait de la lumière, n'est bien sûr pas du tout un policier. Jean lui tend la bougie, et il ouvre brusquement son manteau, et Jean dit que ses yeux ressemblent à deux boules de feu rouge, puis il ouvre la bouche, et un jet de flamme bleue et blanche en sort directement vers elle. Elle s'enfuit. Elle prend un peu d'avance avant qu'il ne soit de nouveau sur elle, car il est rapide, plus rapide qu'elle, et il l'attrape avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle, et il la griffe, attrape une poignée de ses cheveux et en arrache une partie. Ce qui la sauve finalement, c'est sa sœur, qui entend le vacarme et accourt, et au moment où elle voit ce qui se passe à cette porte, elle laisse échapper un halètement, et d'une manière ou d'une autre, ce petit bruit suffit, car l'homme lâche Jeanne et s'enfuit, sauf qu'en réalité, il ne va nulle part. Jeanne est tirée à l'intérieur, la porte se referme violemment derrière elle, et l'homme reste simplement là, devant le portail, à sonner encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, l'une des sœurs ouvre en grand une fenêtre à l'étage et commence à crier dans la rue. C'est seulement alors qu'il renonce et disparaît dans l'obscurité. Lorsque la police arrive enfin, ils trouvent Jeanne blessée et ils trouvent une autre chose qu'il a laissée derrière lui, sa cape, posée dans la rue, là où il l'a laissée tomber. 9 jours plus tard, il recommence. Un boucher nommé Scales tient une boutique à Limehouse et ce soir-là, ses deux sœurs lui rendent visite, dont l'une s'appelle Lucie. Il est environ 8h30 lorsque les deux quittent la boutique pour rentrer chez elles et leur chemin les mène vers un endroit appelé Green Dragon Alley. Et là, juste à l'entrée de cette ruelle, se tient un homme, grand, tournant le dos, comme s'il cherchait délibérément à cacher son visage. Et les deux sœurs s'apprêtent à passer devant lui, il se retourne, il ouvre la bouche, et cette même flamme bleue et blanche jaillit, atteignant Lucie en plein visage. Tout devient noir pour elle, elle s'effondre, puis elle est prise de convulsions, et cela ne s'arrête pas. Ni au bout d'une minute, ni au bout de plusieurs minutes. Des heures passent alors qu'elle reste allongée dans la ruelle. Cette fois, la police intervient vraiment. Ils interpellent plusieurs hommes correspondant à la description, et chacun d'eux ressort aussitôt parce qu'il n'y a pas assez de preuves pour en retenir un seul. Après Lucie, toute cette histoire devient une légende. Spring-Heeled Jack fait sensation, son nom est à la une des journaux nationaux. Beaucoup pensent qu'il est un démon, mais les journalistes n'y croient pas du tout. Ils en arrivent à une conclusion plus froide et bien plus ordinaire. Il s'agit d'une personne, ou peut-être d'une série de personnes. Les témoignages continuent d'affluer pendant des décennies, venant des Midlands jusqu'en Écosse, jusqu'à ce qu'ils s'estompent finalement vers 1904 et Spring-Heeled Jack disparaît du monde aussi discrètement qu'il y était apparu, et c'est généralement là que l'histoire s'arrête. Personne n'est jamais arrêté. Plus de 50 ans d'attaque sans qu'aucun homme n'ait été identifié. Cependant, cela ne s'arrête pas là, car au début, juste après que Jeanne ait ouvert la porte à cet homme, ils ont arrêté quelqu'un. Il s'appelait Thomas Milbank, un charpentier.
Il habitait près de la famille de Jeanne, et la nuit même où elle a été attaquée, il est entré dans un pub appelé le Morgan's Arms et a dit à toute la salle qu'il était Jack Talon à ressort, alors ils l'ont arrêté. L'homme ayant procédé à l'arrestation n'était pas un simple agent local maladroit, mais le détective James Lea, le même officier, qui avait arrêté le meurtrier de la Grange Rouge, l'un des tueurs les plus infâmes du pays. Les éléments contre Milbank étaient solides. La nuit de l'attaque, il portait une combinaison blanche et un manteau épais qu'il a laissé devant la maison de Jeanne, précisément là où elle avait décrit un homme en ciré blanc moulant. On a aussi retrouvé la bougie qu'il avait laissée tomber. Il avait avoué dans un pub, il avait porté les vêtements, il les avait laissés sur place, mais ils l'ont laissé partir. Voici pourquoi. Lorsque Jeanne s'est levée devant les magistrats, elle a décrit son agresseur exactement comme elle l'avait fait depuis le début. Il crachait du feu, une flamme bleue et blanche, directement de sa bouche. Elle l'a juré sous serment. Et Thomas Milbank, debout juste là dans la pièce, ne pouvait clairement pas cracher du feu. Aucun homme ne le pouvait. Et c'était toute l'affaire. Son témoignage affirmait que l'agresseur crachait du feu. Cet homme en était incapable. Le tribunal a donc conclu qu'il s'était trompé d'homme et l'a relâché. Personne ne s'est levé pour dire que peut-être aucun agresseur n'avait craché du feu au départ. Et c'est cette partie qui me reste. Ils avaient un homme qui avait avoué dans un pub bondé et ses vêtements retrouvés devant la porte de Jane. Et ce qui l'a libéré, ce n'était pas des preuves fragiles ou un avocat habile, c'était un détail qui n'aurait jamais pu être réel. C'est le feu qui a transformé Spring-Hill Jack d'un homme en cap en un monstre dont tout un pays avait peur. C'est justement le feu qui a permis au meilleur suspect jamais eu de quitter librement la salle d'audience. L'unique chose impossible dans cette histoire est celle qui l'a sauvé. Numéro 2. Il est tard dans la nuit, le 8 novembre 2010, dans un quartier tranquille au nord de Toronto, et une opératrice du 911 décroche un appel d'une femme qui a du mal à articuler ses mots. Elle hurle. Elle informe l'opératrice qu'une effraction a eu lieu, qu'elle a entendu des coups de feu, qu'elle est attachée à l'étage et ignore la situation. Un autre bruit se perçoit sous sa voix. Un homme, quelque part dans cette maison, crie aussi. Elle s'appelle Jennifer. Ses parents sont Bitch Hapan et son mari Oi. Deux personnes qui sont venues au Canada comme réfugiés du Vietnam en 1979 avec presque rien et qui ont construit une vie à force de travail. Ils s'installent dans la région de Toronto. Ils trouvent tous deux un emploi dans une entreprise de pièces automobiles. En quelques années, ils passent de réfugiés démunis à une famille avec maison et avenir. Ce dont ils sont le plus fiers, c'est de leurs deux enfants, un fils, Félix, et une fille, Jennifer. Et Jennifer, pendant un certain temps, semble incarner la réalisation de tout ce rêve. Enfant, elle est une très bonne patineuse artistique, au point que son entourage se demande jusqu'où elle pourrait aller. Puis une grave blessure au genou pendant un programme met fin à tout cela. Et après ça, l'école devient le point de tension. Ses parents veulent une professionnelle, quelqu'un qui réussit. Jennifer est une élève moyenne. Et c'est dans cet écart entre la personne que ses parents voulaient qu'elle soit et celle qu'elle était vraiment que tout commence. Revenons à cette nuit-là. Lorsque la police et les ambulanciers entrent, la scène est sombre. Le père de Jennifer, Oi, est vivant mais gravement blessé. Sa mère, Bish Ha, n'est plus là. Elle était déjà décédée avant même que l'appel au 911 ne soit passé. Et Jennifer est à peine touchée, secouée, paniquée, mais physiquement indemne. Elle accompagne son père à l'hôpital et reste à son chevet pendant des heures. Ses blessures sont si graves, les médecins le plongent dans un coma artificiel juste pour le maintenir en vie. Jennifer étant la seule à pouvoir expliquer les faits à la police, elle devient leur témoin clé et ils l'emmènent pour l'interroger. Elle s'assoit avec un enquêteur pendant 1 heure et demie et raconte tout. Vers 21h30, elle est à l'étage dans sa chambre et regarde la télévision. Elle entend sa mère appeler son père pour qu'il descende. Elle coupe le son de la télévision et maintenant elle entend des voix qu'elle ne reconnaît pas. Elle sort de sa chambre et un inconnu l'attrape et la maîtrise, lui disant qu'il a une arme. Les hommes continuent d'exiger de l'argent. Ils attachent tout le monde, les séparent, puis Jennifer entend une série de bruits forts. Les hommes partent. Elle libère ses mains, sort son téléphone de sa poche et appelle à l'aide. C'est une histoire terrible, et à première vue, c'est un vol qui a mal tourné. Mais les détectives remarquent quelque chose. Jennifer change constamment d'attitude. Une seconde, elle sanglote. Ensuite, elle est calme, posée, et elle passe en revue les détails comme si elle lisait une liste.
Ce n'est pas suffisant pour l'accuser de quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui reste dans un coin de leur esprit et qui ne les laisse pas tranquilles. 2 jours plus tard, ils reparlent. Et sa version change. Au premier entretien, elle affirmait qu'un homme n'avait jamais parlé. Maintenant, elle dit qu'il a parlé. Elle est plus nerveuse maintenant. Elle oublie des détails jusqu'à ce que le détective les lui rappelle. Reste la question de savoir comment elle a pu composer le 911 avec les mains attachées dans le dos. Elle leur montre comment. C'est possible, mais possible ne veut pas dire convaincant, alors les enquêteurs creusent davantage. Ils obtiennent un mandat pour les téléphones de la famille, et c'est là que tout s'effondre, car l'image qui en ressort n'est pas celle d'une élève modèle heureuse. Jennifer et ses parents étaient en guerre. Ils la harcelaient à propos de ses notes, lui répétant sans cesse à quel point ils étaient déçus par une moyenne de C. À un moment, Jennifer a arrêté de tenter de les apaiser et a commencé à leur mentir. Quand ses notes étaient insuffisantes, elle les falsifiait. N'ayant pas obtenu les crédits pour finir le lycée, elle les a aussi falsifiés et s'est fabriqué un faux diplôme à montrer à ses parents, et cette admission à l'Université de Toronto, la preuve qu'elle avait enfin réussi. Elle a falsifié la lettre d'admission. Jennifer n'est jamais allée à l'université. Ses parents n'en ont eu aucune idée pendant des années. Et il y avait autre chose que les mensonges cachaient, un petit ami, un homme nommé Daniel Wong, que la police a décrit comme quelqu'un ayant des antécédents criminels. Exactement le genre de personne que les parents de Jennifer n'auraient jamais accepté. Alors elle l'a gardé secret et a continué à le voir malgré tout. Mais les mensonges s'accumulaient trop. Ses parents sont devenus suspicieux. Ils ont commencé à poser des questions. Où es-tu pendant la journée? Où es-tu la nuit? Où sont les preuves de ton diplôme, de ton travail? Et elle n'a rien pu fournir. Alors ils l'ont démasquée. Et voici l'ultimatum que son père dit lui avoir donné. Je cite, tu as 2 options. Premièrement, rester à la maison et aller à l'école. Deuxième choix, tu pars avec Danny Wong et tu ne reviens jamais. Mais il y a encore une chose qu'il lui a dite. Décrivant cette même dispute à la barre des témoins des années plus tard, son père l'a formulée ainsi, je cite, « Je lui ai dit de cesser sa relation avec Danny Wong ou d'attendre que je sois mort. » C'était le point de rupture. La police affirme qu'à ce moment, Jennifer cesse de mener sa vie à coups de mensonges et commence à organiser la mort de son père. Et puis son père Wei se réveille du coma, ce père que tout le monde pensait ne pas voir survivre, et il peut parler, et ce qu'il raconte aux enquêteurs change tout. Il dit que les hommes ne sont pas entrés par effraction. Il dit que Jennifer les a fait entrer plus tard cette nuit-là, et leur parlait comme si elle les connaissait. Il dit qu'ils ont bougé dans la maison comme pour simuler un cambriolage avant que lui et sa femme ne soient attaqués. Alors ils font venir Jennifer une 3e fois, et pendant presque 3 heures, elle tient bon. Puis le détective expose ce qu'ils savent et lui dit clairement qu'il pense qu'elle faisait partie de l'affaire. Et finalement, elle craque. Mais écoutez bien ce qu'elle se met à dire. Elle ne demande pas si son père va s'en sortir. Elle ne pose qu'une seule question, encore et encore. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis elle avoue. Elle reconnaît avoir aidé à mettre en scène le cambriolage pour faire tuer son père. Elle affirme que Daniel a payé 10 000 $ à 3 hommes pour jouer les cambrioleurs, montant pris sur un héritage qu'elle attendait. Elle essaie de se faire passer pour la victime. Elle affirme avoir tenté d'annuler le plan sans être écoutée, mais la police disposait déjà de nombreuses preuves contre elle, dont les déclarations de son père à l'hôpital. Jennifer a été arrêtée et inculpée de meurtre au 1er degré et de tentative de meurtre. Daniel Wong et 2 autres hommes, Lanford Crawford et David Milvaginum, ont également été inculpés. En décembre 2014, après un procès qui a duré presque toute l'année, un jury a reconnu Jennifer coupable des 2 chefs d'accusation et l'a condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. En appel, puis devant la Cour suprême du Canada, en 2025, les condamnations pour meurtre au 1er degré ont été annulées et de nouveaux procès ont été ordonnés car le jury n'avait pas été autorisé à envisager des qualifications moins graves concernant la mort de sa mère, comme l'homicide involontaire. Les condamnations pour tentative de meurtre lors de la fusillade de son père ont été confirmées. Ensuite, Jennifer a plaidé coupable d'homicide involontaire pour la mort de sa mère, évitant un nouveau procès. Elle purge encore une perpétuité, mais peut maintenant demander une libération conditionnelle, et ce détail de l'accord de plaidoyer me revient sans cesse. Selon l'exposé conjoint des faits, celui que Jennifer a approuvé, sa mère n'a jamais été la cible était son père. Becky Pan est morte parce qu'elle se trouvait à la maison ce soir-là. Quant à ce qu'il reste de la famille, Huy a survécu et il vit avec ses blessures. Félix a perdu sa mère. Et à tous les égards qui comptent, il a aussi perdu sa sœur.
Et Félix est allé au tribunal et a demandé une chose, une ordonnance d'éloignement à vie pour que Jennifer ne puisse plus jamais le contacter, ni lui ni son père, et le tribunal a accepté. Numéro 1. Octobre 1997, un poste de police à San Antonio reçoit un appel venant d'Espagne. Un garçon américain porté disparu a été retrouvé vivant et il veut rentrer chez lui. Nicolas Barclay est né la veille du Nouvel An, 1980. Il était le plus jeune, avec sa sœur aînée Carrie et un frère aîné Jason. Je ne vais pas prétendre que c'était un enfant facile, car ce n'était pas le cas. À 13 ans, il avait déjà un casier judiciaire pour vol, il avait des tatouages alors qu'il n'avait pas du tout l'âge requis. La police était déjà venue à la maison plus d'une fois. C'était un gamin que le système surveillait déjà. Le 13 juin 1994, Nicolas part jouer au basket avec des amis, à quelques minutes à pied de la maison. À la fin du match, il appelle chez lui pour qu'on vienne le chercher. Son frère Jason décroche, mais leur mère dort après avoir travaillé de nuit, et Jason ne veut pas la réveiller, alors il dit à Nicolas de rentrer à pied, ce n'est pas loin. Alors Nicolas raccroche et commence à marcher, et sa famille ne le revoit jamais. Et voilà le problème. Au début, personne ne s'inquiète, disparaître pendant un jour ou deux et revenir comme si de rien n'était, c'était typique de Nicolas. Il avait une audience au tribunal le lendemain où un juge devait décider s'il restait chez lui ou allait en foyer, donc tout le monde a cru qu'il avait esquivé l'audience. La police n'était pas pressée non plus. Nicolas avait une réputation auprès d'eux et ça lui a valu une réaction lente. Sauf que les jours passent et il ne revient pas, alors il commence vraiment à le chercher. Et plus il cherche, moins tout cela a de sens. Voici ce que Nicolas avait sur lui le jour où il a disparu. 5 dollars. C'est tout. Tous les autres vêtements qu'il possédait étaient encore dans cette maison. On ne va pas loin avec 5 dollars et la chemise qu'on porte. Puis, environ 3 mois après la disparition de Nicolas, son frère Jason appelle la police, affirmant qu'il venait de voir son frère derrière la maison, essayant de s'introduire dans le garage familial et que ce type s'est enfui dès qu'il a été repéré. La police s'est précipitée sur place et a fouillé les lieux sans rien trouver, et les enquêteurs ont fini par douter que Jason ait vu quelqu'un cette nuit-là. Et puis 3 ans passent, 3 ans sans aucune piste, pas un seul signalement crédible de ce garçon nulle part sur Terre. C'est comme si Nicolas était parti dans la nuit ce soir-là et que l'obscurité l'avait gardé. Et puis le téléphone sonne. Et l'appel vient d'Espagne. L'homme qui appelle travaille dans un foyer pour jeunes à Linares. Il affirme qu'un jeune homme s'est présenté, disant avoir échappé à un réseau d'enlèvement d'enfants et se nommer Nicolas Barclay. Alors Carrie, la sœur aînée, prend l'avion et part pour l'Espagne pour voir par elle-même. Et quand elle arrive, le garçon ne veut même pas sortir de sa chambre. Il dit qu'il a peur qu'il le regarde et ne le reconnaisse plus. Puis il sort et Carrie le regarde. Et tous les doutes qu'elle avait en montant dans cet avion disparaissent. Parce que pour elle, c'est bien son petit frère qui se tient juste devant elle, plus âgé, plus difficile à regarder, mais vivant. Elle sort les vieilles photos de famille et petit à petit, il commence à répondre. Il sait des choses, il pose des questions sur des gens, et c'est là que ça devrait vous glacer le sang, parce qu'il s'était préparé pour ça. Il avait mémorisé chaque détail que la famille avait envoyé à l'avance, alors personne ne prend ses empreintes digitales, personne ne fait d'analyse ADN, Carrie l'a identifié, et cela suffit. Le consulat délivre un passeport et, quelques jours plus tard, il prend l'avion pour San Antonio, rentrant chez lui. Si vous êtes de cette famille, vous devriez alors avoir un mauvais pressentiment. Parce qu'au moment où il le regarde vraiment, les chiffres ne collent pas. Nicolas a disparu à 13 ans. 3 ans plus tard, ce jeune homme paraît plus proche de 23 ans que de 16. Le vrai Nicolas avait les yeux bleus, cet homme a les yeux marrons, et il parle avec un fort accent qui n'existait pas avant. Mais chaque incohérence a une explication toute prête. Il affirme que ses ravisseurs ont modifié la couleur de ses yeux. Il explique que son accent vient de ses années à l'étranger et la famille l'accepte. Il ne laisse personne s'approcher, il garde ses distances, sursaute au moindre contact, agit comme un étranger dans sa propre maison, et au lieu d'y voir des signes d'alerte, ils y voient un traumatisme. Pendant 5 mois, cet homme vit dans cette maison comme s'il était leur Nicolas, mais tout le monde n'est pas convaincu. Des membres de la famille sentent que quelque chose cloche, et les experts ont du mal avec cette histoire, car on ne peut pas changer la couleur des yeux d'un adulte. Cela n'a jamais marché ainsi. Un garçon de 13 ans ne revient pas 3 ans plus tard en ressemblant à un homme dans la vingtaine, peu importe ce qu'il a vécu. Alors un détective privé s'en mêle. Charlie Parker travaille avec une équipe de télévision qui filme les retrouvailles familiales. Il dîne avec l'homme.
Encore une fois, il s'assoit en face de lui pendant des heures, à parler, à observer, à poser des questions. Et dès la toute première rencontre, Parker en est certain, qui que soit cet homme, il n'est pas Nicholas Barclay. Il examine de vieilles photos du garçon et remarque aussitôt que la forme des oreilles de cet homme ne correspond pas à celle de l'enfant. Parker, assis en face, en a la chair de poule. Plus tard, il qualifierait cet homme d'inquiétant, quelqu'un avec un secret si énorme qu'il semblait littéralement flotter au-dessus de sa tête. Parker insiste et convainc la police de vérifier les empreintes et l'ADN de cet homme pour en avoir le cœur net définitivement. Et une fois qu'il en est sûr, il fait asseoir l'homme et lui dit en face exactement ce qu'il pense qu'il est. Il y a des agents à proximité, prêts à intervenir dès qu'ils en reçoivent l'ordre. Et d'après Parker, la pièce devient silencieuse, l'homme pousse un soupir, puis il parle. « Je m'appelle Frédéric Bourdane et je suis recherché par Interpol. Frédéric Bourdane est né le 13 juin 1974 à Nanterre, en France, et je veux que vous réfléchissiez à cette date, le 13 juin, exactement le même jour de l'année où Nicholas Barclay a disparu, à 20 ans d'écart. Ça ne veut rien dire, c'est une coïncidence, mais c'est le genre de coïncidence qui vous donne la chair de poule. Frédéric n'a jamais connu son père. Il a été élevé par ses grands-parents et il s'est enfui jeune. Et d'après ses propres dires, il a passé toute sa vie à courir après l'amour qu'il n'a jamais reçu enfant, se présentant un peu partout comme un orphelin, un fugueur, un enfant sans famille. Cela poussait les gens à l'accueillir. Il prétendait avoir été des centaines de personnes. Les enquêteurs n'en ont identifié que des dizaines, dans au moins 15 pays. Quoi qu'il en soit, c'était l'œuvre de sa vie, et il était doué pour ça. Et lorsqu'il a décidé de devenir Nicholas, il s'est préparé, il s'est teint les cheveux en blond pour lui ressembler. Il s'est fait faire des tatouages identiques à ceux du vrai garçon. Il a étudié tout ce que la famille lui avait donné jusqu'à pouvoir répondre à leurs questions sans hésiter. Les choses qu'il ne pouvait pas imiter, l'âge, les yeux, la voix, il s'en sortait simplement en parlant. Il se disait manipulateur. Il disait que c'était comme un travail, et puis les empreintes digitales et l'ADN reviennent et il l'identifie. Il a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour fraude au passeport et pour parjure, a purgé 6 ans dans une prison américaine, puis a été renvoyé en France, mais il n'a pas arrêté. De retour en France, il a tenté la même arnaque à nouveau, se faisant passer pour un autre garçon disparu, mais cette fois, l'ADN l'a trahi rapidement. Il a réessayé après cela, puis il a finalement arrêté, il s'est marié, il a eu ses propres enfants, et son histoire est devenue un documentaire, et les gens ne pouvaient pas détourner le regard d'un homme qui est entré dans la maison d'inconnus et est devenu leur fils. Mais rien de tout cela n'a jamais répondu à la seule question qui comptait vraiment. Où est Nicolas? L'homme qui prétendait être lui a été démasqué et a retrouvé son vrai nom devant un tribunal. Le garçon n'a jamais été retrouvé. Frédéric, de son côté, a ensuite accusé la famille, laissant entendre qu'ils en savaient plus qu'ils ne le disaient, mais il faut considérer la source. C'est un escroc condamné dont la vie repose sur des mensonges, et les enquêteurs n'ont jamais trouvé de preuves pour inculper quelqu'un. Plus de 30 ans plus tard, la disparition de Nicolas n'a toujours pas été résolue, et c'est ça qui me touche vraiment. Alors que le monde entier a été happé par l'homme qui est revenu, le vrai garçon s'est discrètement effacé de sa propre histoire. Plus personne ne le cherchait. Nicolas avait 13 ans. Il avait 5 dollars en poche. Il a commencé à rentrer chez lui à pied dans la nuit du 13 juin 1994 et il n'est jamais rentré. Voilà pour toutes les histoires de cet épisode. Si l'une de ces affaires vous a marqué, le prochain épisode est déjà à l'écran. Cliquez dessus avant de partir. Et si vous écoutez sur une plateforme de podcast, le prochain épisode est déjà programmé juste après celui-ci. Merci d'avoir écouté Chills, même voix, autre cauchemar. On se retrouve dans le prochain épisode.